Bonjour à tous, moi c'est Madeline, je suis maman de jumelles et créatrice du podcast Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Ici, on parle de nos parcours de parents et futurs parents de multiples, librement, sans tabou, avec bienveillance et surtout, je l'espère, avec beaucoup d'humour. Grossesse, accouchement, néonat, retour à la maison, gestion du quotidien, on se dit tout, on partage tout, les galères comme les victoires. Au programme, des discussions avec des parents et des entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre et aborder plus sereinement cette aventure unique. Alors si ça te tente, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur la page Instagram Jumeaux, triplés et plus. Et maintenant que c'est fait, reste avec moi, c'est parti. Salut les super parents, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode de Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laura, maman de Chloé et Margot, ses jumelles de 5 mois, à quelques jours de sa reprise du travail. Laura est directrice de restaurant, passionnée par son travail, et pour elle, l'annonce de sa grossesse gémellaire a été un véritable choc. Elle a décidé d'être suivie pour l'aider à savoir si elle souhaitait poursuivre sa grossesse, et surtout savoir si elle était prête à devenir maman. Un épisode plein de sincérité, dans lequel Laura revient également sur son accouchement, sur le peu d'informations qu'elle a reçues concernant les risques liés à la grossesse gémellaire et des décisions médicales parfois mal vécues a posteriori, comme le déclenchement par ballonnet. Laura se confie également sur la bulle d'amour qui a suivi la naissance de ses filles, sur le retour à la maison, son quotidien de jeune maman de multiples, l'organisation de ses nuits, ses indispensables, le baby Breza, les premières sorties avec la fameuse poussette double, son épuisement et l'importance de l'aide et de la communication au sein du couple pour tenir. Enfin, Laura nous parle aussi de son bonheur d'être maman de jumelles et de son envie d'agrandir sa famille. Un superbe échange plein d'émotions et de rires que j'ai hâte de vous faire découvrir. Salut Laura, comment tu vas? Bonjour Madeleine, je vais très bien et toi? Ben, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, parce qu'en plus, je sais que tu as un moment compliqué et que les filles sont malades. Donc, Oui, merci beaucoup ouais, d'avoir trouvé un créneau quand même pour te libérer. il n'y a pas de souci, avec plaisir. Si tout est bon pour toi, je te propose qu'on démarre. Pas de problème. Pas de problème. Donc, je te propose de démarrer avec la première question, qui est maintenant une question assez classique. Je voulais savoir comment tu as su que tu étais enceinte de jumeaux, de jumelles en l'occurrence, et quelle a été ta réaction et celle de ton conjoint. Alors, j'ai appris ma grossesse, comme tout le monde, via un test de grossesse, un samedi. Quelques jours plus tard, je fais ma prise de sang. Première prise de sang, un taux assez correct qui confirme la grossesse. 48 heures plus tard également. Pas de taux excessif, rien d'anormal sur ces taux-là. Donc j'ai eu rendez-vous quelques semaines plus tard. Donc j'y vais sereinement après ma journée de travail. J'étais très fatiguée. Par contre, j'avais énormément de nausées. Je me rends chez la sage-femme, on fait connaissance, elle m'installe. Moi, j'y connais rien hein, de tout puisque c'est mes premiers enfants. Elle fait l'échographie et puis moi je regarde l'écran et puis effectivement je vois deux poches. Je me rends pas compte, je me dis bon bah, ça doit être normal. Étant donné que j'ai des kystes aux ovaires, je me suis dit bon c'est peut-être ça. Je me rends pas compte tout de suite et elle me dit bon bah elle me dit c'est des jujus. Je l'ai regardé, je me suis arrêtée, je dis des jumeaux. Elle me dit oui, il y en a deux. J'ai été prise d'angoisse totale parce que je m'attendais à qu'un enfant. Elle me fait écouter les chœurs. Donc le premier chœur, on entend d'accord. Deuxième chœur. Et donc là, j'ai été très livide. Elle me dit, c'est peut-être, avant d'entendre les chœurs, elle me dit, c'est peut-être un kyste. Je dis, oui, oui, regardez bien, c'est probablement un kyste puisque j'en ai. Ça m'étonnerait qu'il y en ait deux. Il n'y a pas de jumeaux dans la famille du tout. Dans les deux familles respectives, il n'y en a pas. Donc regardez bien. Et puis non, bah, elle m'a fait écouter les chœurs. Et effectivement, il y avait deux chœurs.
Donc elle arrête l'échographie. Moi, je suis très silencieuse, je dis rien. Je suis très palote. Je manque même de m'évanouir puisque je me rends pas compte. Et elle me dit, la sage-femme, bon bah écoutez, elle me sort les papiers, elle me dit que tout va bien, qu'ils grandissent correctement. Dans le stade de la grossesse, c'est bien. Il y a 2 sacs, c'est des jumeaux dizygotes visiblement, c'est 2 sacs, 2 embryons. Elle m'explique un peu tout ce qui va se passer par la suite. Et moi, en fait, il y a aucun dialogue. C'est un monologue. Je suis choquée tout le long de la session avec la sage-femme. En partant, elle me dit même, est-ce que vous voulez que je vous appelle un Uber parce que vous êtes vraiment, vraiment très pâle. Et donc, moi, je lui dis non, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, même si j'ai été très choquée. Elle me dit, comment vous vous sentez? Je dis, bah, écoutez, je sais pas comment je vais faire. Déjà, un bébé, je savais que ça allait être difficile. Moi, étant directrice d'un restaurant où j'ai très peu de temps pour moi et très peu de temps pour une famille potentielle, ça va être très compliqué d'avoir 2 bébés. Et du coup, elle me rassure. Je pars du cabinet. L'image qui me revient, c'est de voir, c'est quand j'étais en salle d'attente, avant d'aller voir la sage-femme, je voyais toutes ces mamans qui partaient avec leur dossier presque collé à leur corps, tellement elles étaient contentes de savoir qu'elles étaient enceintes. J'en ai vu plusieurs, hein, j'en ai vu 3, 4. Elles avaient un grand sourire. Et moi, je suis sortie, j'étais quasiment en pleurs en fait, parce que je m'attendais pas à ça. Donc je descends et j'appelle directement mon conjoint qui était au travail, qui revenait du travail, il était en voiture. Et j'ai pas pensé à lui dire arrête-toi ou quoi au caisse, je lui ai tout de suite dit il y en a 2 et là je m'effondre. Je m'effondre, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et lui, il a une réaction formidable puisqu'il m'a dit bah écoute, s'il y en a un, il peut y en avoir 2, il y a aucun problème. Et moi je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Donc voilà comment était ma réaction lorsque j'ai appris que j'attendais 2 bébés. Tu disais choqué, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit en fait? Comment je vais faire? Comment je vais m'organiser mes journées avec 2 bébés qui suis très carriériste et qui adore mon travail. Je fais des semaines de 60 à 65 heures par semaine. Je m'occupe d'à peu près 60 personnes au boulot. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour gérer 2 bébés? Mais c'était surtout l'organisation, pas tant le côté financier, même si on y a pensé après. C'était vraiment comment on va faire et notre couple. Déjà, j'avais un peu d'appréhension de l'annoncer à mon conjoint, même s'il l'a très bien pris. Notre couple, est-ce qu'on va être assez fort pour gérer 2 bébés? Voilà. Ah non, c'est clair. Bah, après, de toute façon, déjà, gérer un bébé, ça a un impact sur le couple, mais alors avoir Mm. des multiples, et ça suppose de mettre en place des stratégies pour faire tenir le couple, quoi. Mais bon, peut-être que d'ailleurs, ça, on en reparlera après. Donc, tu sors de cette salle. Complètement choquée, mais avec quand même son conjoint qui te rassure. Et ensuite, comment elle se déroule déjà non, comment réagissent tes proches puisque tu disais qu'il n'y avait pas du tout de jumeaux dans aucune de vos deux Mm. familles. Ouais. Alors déjà, j'ai mis quasiment 2 mois et demi à leur annoncer C'est vrai. parce que je ne savais pas ce que je voulais faire réellement, hein. Mm. On en reparlera par la suite. C'était très très mal. Donc j'ai mis 2 mois et demi à leur dire. Par contre, quand je l'ai annoncé, la première personne qui était au courant, c'était ma belle-sœur, donc la copine de mon grand frère, à qui je lui ai demandé conseil. Et elle était heureuse pour moi parce que c'est une très bonne nouvelle. Et à ma maman, je lui ai annoncé par téléphone aussi, elle habite pas à côté de chez moi. Je lui ai annoncé par téléphone, en voiture, en revenant d'une consultation gynécologique, parce que j'avais besoin de savoir. J'arrivais à vraiment la limite de savoir si je faisais un avortement ou non. Et j'avais besoin de savoir ce qu'elle en pensait. Je lui dis, maman, je suis enceinte. Elle a explosé de bonheur de savoir que j'étais enceinte. Et je lui dis, écoute, maman, vu que j'étais en pleurs, et je dis, c'est pas tout, c'est qu'il y en a 2. Et là, elle était heureuse et elle me disait que c'était une chance inouïe d'avoir des jumeaux. Sachant qu'il n'y en a pas, c'était incroyable pour elle. Et concernant ma belle famille, c'est mon conjoint qui s'est chargé de leur annoncer et c'est aussi très bien passé, même si tout le monde a été très étonné de la nouvelle. C'est une chance d'avoir eu des retours positifs, mais ça fait pas tout. Si tu veux bien nous en parler, comment tu as fait ton chemin pour te dire accueillons ces deux nouvelles personnes? Alors, je me suis tout de suite pris en charge. Je me suis dit, étant donné que je peux pas en parler à mes proches tout de suite, en tout cas à ma maman, et à mon frère aussi, qu'est-ce que je fais? Donc j'en ai parlé à mon conjoint. Mon conjoint tout de suite, il m'a dit c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'étais tellement dans le mal-être, probablement parce que hormones, je pense, hein, avec le recul, je me suis dit ok, Laura, prends-toi en charge. Qu'est-ce que tu peux faire?
Donc j'ai consulté un médecin, mon médecin généraliste, qui lui m'a dit que c'était une très bonne nouvelle. Et moi je lui ai expliqué que j'avais besoin de temps de réfléchir et qu'il était impossible pour moi de travailler. Puis même j'étais très malade. Et pendant cette semaine-là, j'ai fait beaucoup de démarches. Donc j'ai été voir mon médecin traitant. Et j'ai consulté également une psychologue pour m'aider à débloquer ce non, j'en veux pas. Pourquoi j'en veux pas? Et j'ai également appelé, alors je crois que c'était des personnes de la PMI, psychologue de la PMI, je savais même pas que les PMI existaient à l'époque, puisque j'ai appris tout au fur et à mesure. Concernant l'avortement aussi, elle m'a expliqué quelles étaient les étapes d'un avortement, et que ça pouvait avoir un impact psychologique assez important aussi. Après, tout dépendait de moi. Et voilà, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué pendant la période, on va dire entre 6 et 12 semaines, ou peut-être un peu moins, avec ma psychologue. J'avais rendez-vous toutes les semaines. Ça m'a aidé. M'a aidé beaucoup. Et la question qui se posait, c'était pas tant de savoir, pas tant de dire, vous attendez deux jumeaux, enfin deux enfants, ça va être compliqué. C'était, est-ce que vous êtes prêt à devenir parent? Et elle était là, la question réellement. La racine du problème était là. Et alors, est-ce que tu as réussi à Ouais, débloquer, enfin, réussi, oui, a priori, mais comment est-ce que finalement tu t'es dit, ah, je suis prête, ouais. je vous Et fais ben confiance? oui. Donc la psychologue m'a fait travailler sur la manière dont je voulais axer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mm. M'a aidé à me dire ma vie professionnelle ne doit pas prendre autant de place dans ma vie. Comment je vais pouvoir organiser ma vie professionnelle, personnelle, pardon, avec mes enfants. Et surtout, il était important pour elle qu'elle rencontre mon conjoint, puisque ben, moi j'expliquais toute la difficulté que j'avais à savoir si oui ou non je voulais devenir maman. Donc mon conjoint était un petit peu réticent au début parce que pour lui c'était très clair dès le début, même si en me voyant mal, il s'est dit bon bah si tu vas mal, on arrête. Hein, mais si on arrête, voilà, on n'aura pas d'enfant derrière puisque bah, ça risque d'être un peu difficile pour moi aussi, ce que je peux comprendre. Et ça, je l'ai expliqué à ma psychologue et donc c'est pour ça qu'elle a voulu rencontrer Arnaud. Et on a fait une séance de thérapie de couple qui a duré bien 1 heure et demie, 2 heures, où on a discuté sur la parentalité. Et donc suite à cette séance, ben, en fait, on a eu nos esprits qui, voilà, qui ont matché tous les deux avec mon conjoint. On s'est dit, ben, en fait, si on est prêt, que ça soit un ou deux, ben, on va y arriver. On est prêt à devenir parents. Ça a été tout un travail hein, de quelques semaines pour moi et pour mon conjoint de quelques heures. Un grand merci à toi de nous le partager parce que ce ne sont pas des sujets qui sont simples et qu'on souhaite forcément aborder et partager. Donc merci à toi et merci d'autant plus que c'est une question déjà qui arrive quand on attend un enfant, mais qui effectivement, je pense en tout cas, se pose d'autant plus quand on en a deux et que par ailleurs on a une vie qui est déjà pleine d'activités. Donc moi je te dis juste un grand bravo à toi d'avoir, enfin même à vous deux d'ailleurs, d'avoir pris le temps de cette réflexion, de vous être posé, d'avoir consulté. Ouais, c'est essentiel hein, de se poser. Hein. De toute façon, c'est ça. On dit que quand on reçoit des jumeaux, ça nous apprend à faire une pause dans notre vie, de revoir les choses un peu plus doucement. Voilà. Donc en tout cas, bravo pour cette démarche et merci encore de nous le partager et je pense que ça fera certainement du bien peut-être à des mamans ou enfin des futures mamans ou des futurs papas de multiples qui se posent exactement cette même question. Oui, tout à fait. Alors du coup, maintenant tu te dis, ok, on est prêt à être parents. Comment elle se déroule cette grossesse? Donc la fin du premier trimestre, ça a été l'annonce aux familles. Donc Mm. c'était sûr que l'aventure continuait et ça a été un réel plaisir de l'annoncer. Ça m'a fait beaucoup de bien pour de la suite de ma grossesse puisqu'au deuxième trimestre, déjà j'ai continué de travailler jusqu'à mi-deuxième trimestre puisqu'après j'étais en congé maternité et j'en ai profité pour me dire ok, je peux bosser là, tout va mieux, j'ai plus de nausées, plus de vomissements, je peux manger. Je retrouve aussi un petit peu ma tête puisque le premier trimestre c'était un petit peu
le brouillard dans ma tête, un petit peu de confusion. Donc j'étais vraiment très focus sur mon travail. Tout s'est très bien passé. Ça a été un plaisir de le partager aussi avec mon environnement de travail. Pour moi, c'était aussi une source de stress puisque j'avais peur de ce qu'allait penser ma hiérarchie. Et à partir de ce moment-là, tout allait très bien dans ma grossesse. Les enfants grandissaient bien. Il y avait aucun problème. J'étais suivie tous les mois par une gynécologue de l'hôpital dans lequel j'allais accoucher. Donc deuxième trimestre très bien et troisième trimestre, c'était un petit peu plus difficile puisque le poids du ventre, hein, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais ça pèse énormément. Donc on est fatigué, on dort moins bien. Les nausées reviennent aussi. J'ai eu quelques nausées de retour. Et à côté de ça, je me suis jamais autant sentie bien qu'à cette période-là où je préparais pour l'arrivée de mes filles, le mélange d'hormones, d'excitation, de repos, puisque du coup j'étais à la maison et j'étais reposée, j'avais plus de stress quotidien par le travail. Je me suis jamais sentie aussi bien que cette période-là de ma vie. Vraiment. Et le troisième trimestre, au niveau des bébés, bah, tout se passait très bien. Ouais. Jusqu'à 38 semaines plus 38 semaines où j'ai été déclenchée. Pendant justement ta grossesse, est-ce que tu as été suffisamment encadrée et informée par ton équipe médicale? La personne qui m'a donné le plus d'informations, c'est la sage-femme que j'ai consultée à l'écho de datation. Une fois que j'ai été inscrite à la maternité, donc à l'hôpital qui allait me suivre, elle ne pouvait plus me suivre puisque du coup c'était l'hôpital qui prenait le relais sur ma grossesse. Et pour être très honnête et très franche, j'ai pas eu tous les renseignements. Moi, je ne savais pas. Et eux, bah, en fait, tout allait toujours très vite. Donc, à part prendre mon poids, faire une échographie, les ordonnances de prise de sang, le diabète gestationnel, j'ai pas eu tant d'informations que ça. Et pour l'accouchement, on a commencé à en parler. C'est fou, hein. On a commencé à en parler à 36 semaines et demie. Je ne savais pas du tout ce que ça allait être. Je ne savais pas si ça allait être une césarienne, si ça allait être programmé. Je ne savais pas si je pouvais accoucher par voie basse, qui était mon choix. Je savais pas. On a commencé à en parler qu'à ce moment-là. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à cette date-là, j'étais toujours dans l'interrogation. Et ce que je faisais, c'est que bah, j'allais regarder un petit peu ce qu'avaient vécu des mamans qui avaient des grossesses Bibi et comment ça s'était passé. Mais du coup, tout le monde est différente. Donc il y en a des grossesses Bibi qui se sont très bien passées, d'autres qui se sont un peu moins bien passées. Donc ben non, je ne savais pas. J'ai pas été informée à juste titre. En tout cas par le corps médical. Et c'est quelque chose qui t'a, sur le moment ou a posteriori, qui t'a... Après. Parce qu'après, du coup, après mon accouchement et après le retour à la maison, même après peut-être 2 ou 3 mois après, je me suis reposé la question de me dire, mais en fait, j'ai pas du tout été informée correctement sur cette grossesse. Moi, je suivais ce que le corps médical me disait, mais je posais pas de questions puisque je ne savais pas. Peut-être que ça a été aussi un manque de ma part de pas m'informer moi-même de ce qui pouvait arriver, même pour la prééclampsie. J'étais pas consciente que ça pouvait m'arriver. Après, le point positif de ça, c'est que j'ai vécu ma grossesse assez sereinement, sans me dire il peut arriver ci, il peut arriver ça. Tu peux accoucher par césarienne, tu peux avoir une prééclampsie, tu peux avoir d'autres problèmes. Donc du coup, j'ai vécu cette grossesse plutôt sereinement, même si j'aurais aimé être davantage plus informée des risques et du suivi de ma grossesse, en fait, tout simplement. Je te comprends parce que moi, je suis exactement dans le même Mm. cas que toi. Et est-ce que justement, il y a des décisions qui ont été prises par le corps médical ou a posteriori, tu te dis, bah en fait, non, si j'avais eu toutes les informations, toutes les cartes en main, bah j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Oui, quand j'y repense, enfin plus tard, après mon accouchement, le projet de naissance, pour ma part, je voulais pas le faire puisque je savais enfin un accouchement de multiple, voilà, on n'a pas trop de choix parfois. Mais par contre, donc il y a eu une utilisation de forceps pour les deux. Bien sûr, le gynécologue au moment de l'accouchement m'a demandé si j'étais OK. Moi, j'ai dit oui parce que ça faisait 18 heures que je travaillais sur mon accouchement, donc j'étais très fatiguée et je voulais que ça se finisse vite. Et j'avais très faim aussi. Donc, du coup, cette utilisation de forceps, si j'avais été plus informée,
Je n'aurais pas accepté, tout comme le déclenchement par ballonnet. J'ai pas du tout apprécié ce déclenchement, simplement pour être ouverte à deux en plus. Si j'avais su, si j'avais été plus informée sur ces deux sujets-là, probablement que je n'aurais pas demandé à ce que ce soit fait. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils t'ont déclenché à 38 semaines? Alors, ils m'ont déclenché à 38 semaines parce que c'était dans leur procédure Ouais, à eux, tout simplement. oui. Et moi, je disais oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui, ok, pour le déclenchement. Par contre, j'ai été informée de ce délai de 38 semaines, on va dire, au début du deuxième trimestre. On m'avait déjà dit, généralement, les grossesses gémellaires, c'est 38 semaines, Bibi, en tout cas. 38 Mhm. semaines, généralement on déclenche. Et du coup, j'étais déjà, je savais que j'allais être déclenchée à 38 semaines. Voilà, par contre, déclenchement par ballonnet, non, 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 Bah, non. écoute, je te comprends Toi parce que je aussi, suis encore une fois exactement dans la même configuration que toi. c'est fou. Tu nous disais du coup que il y avait Oui, eu utilisation des forceps. Est-ce que tu veux nous raconter un peu plus comment s'est passé ton accouchement et surtout oui, la rencontre avec les filles. tes deux filles? Alors, la première étape de l'accouchement, ça a été donc le déclenchement, donc au 31 octobre au soir, par ballonnet, très désagréable. Franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. La deuxième étape, la sage-femme le matin vient et me dit bon bah écoutez, vous êtes ouverte à deux, maintenant il va falloir passer en salle de naissance puisque j'étais en salle de pré-travail avant. On vous pose la péridurale tout de suite et après on vous fait un déclenchement par ocytocine. Tout ça, je ne savais pas avant d'accoucher. Je savais juste que j'allais être déclenchée par ballonnet le 31 à 18h et c'est tout. Je savais pas qu'il allait avoir un déclenchement par ocytocine. C'est des éléments que je ne savais pas. La péridurale, moi c'était un accord et j'étais assez quand même contente qu'il me la pose assez rapidement et la sage-femme elle-même m'a dit que c'était plutôt recommandé pour les accouchements gémellaires puisque bah, beaucoup de douleurs. Donc je rentre en salle de naissance vers 10h avec la péridurale de posée. J'étais déjà en tremblement total. Je ne maîtrisais plus mon corps. Je tremblais de toute mon âme à partir du moment où j'allais recevoir la péridurale jusqu'à l'arrivée de mes filles. Donc ça a été pareil, un élément que je ne savais pas et je ne pensais pas que mon corps pouvait réagir comme ça. Et si j'avais su, c'est pareil, j'aurais aimé être plus accompagnée par la sage-femme à ce moment-là parce que vraiment mes crises de tremblement c'était assez violent. Et donc je rentre en salle de naissance à 10h avec la péri de poser et toutes les heures elle vient injecter une dose d'ocytocine dans mon corps. Et bah, en fait, le col s'ouvre tout petit, enfin vraiment petit, petit à petit. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. Quand elle me disait, bon bah à 16 heures, je serai peut-être pas là pendant une demi-heure parce qu'il faut que je prenne ma pause, mais j'aurais déjà accouché d'ici là. Mais en fait non, si j'avais su, j'ai accouché à minuit, enfin à minuit passé le lendemain. Ça a duré très longtemps et bon après ce qui était et d'ailleurs je rigolais avec mon conjoint puisqu'il était là quand je regardais le monito et que je voyais les contractions, les pics de contractions qui s'affichait. Je rigolais, je disais ah je le sens pas, regarde je vais très bien. Je rigolais, je rigolais parce que je savais qu'une contraction ça faisait mal. J'en avais eu quelques-unes assez violentes lors de du déclenchement par ballonnet, même si c'était pas grand-chose à ce moment-là, mais ça m'avait fait déjà très mal. Que ça travaille jusqu'à 20h. Changement de sage-femme. La sage-femme qui venait, elle était très très gentille, très sympathique. J'en garde un très bon souvenir de cette dame. Elle était là tout le long. Ah, j'ai pas, je ne l'ai pas dit. À 16h, on me perce la poche des os. Du premier bébé pour que ça facilite le travail. Ça l'a pas facilité tant que ça finalement puisque mon col s'ouvrait vraiment de 0,5 cm un peu toutes les heures donc c'était vraiment pas grand chose. Jusqu'à 20h. 20h où changement de sage-femme, une autre sage-femme arrive. J'avais plus de péridurale. Il y avait plus de péridurale dans la poche de produit, en tout cas. Et du coup, là, j'ai souffert énormément puisque, en fait, ils en avaient plus. Ils ont dû aller chercher je ne sais où dans l'hôpital. Ça a duré 45 minutes. J'ai été ouverte à 8. J'ai souffert à ce moment-là, mais comme jamais. Là, je rigolais pas, hein, quand je voyais les contractions arriver sur le monito. J'avais très, 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 très mal. Et ça a duré 45 minutes où j'ai vraiment souffert alors que la sage-femme m'avait dit on vous pose la péridurale tout de suite, même avant le travail, avant qu'on vous déclenche pour éviter que vous souffriez. Bah là, j'ai souffert et j'ai su ce que c'était qu'une contraction et j'ai su surtout que, enfin, je me suis dit comment font les femmes qui ne demandent pas la péridurale, mon Dieu, mais comment c'est possible? Pendant 45 minutes, ça a été très compliqué. Ensuite, ils m'ont réinjecté de la péridurale. Là, ça a été, je me suis même endormie.
jusqu'à minuit. Minuit, où là, un peu tout s'est accéléré. Ce qui est un petit peu étonnant et choquant aussi, c'est que du coup, dans la salle d'accouchement, il y a énormément de monde qui nous accouche. Je te coupe, tu n'étais pas prévenu? Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait avoir deux sages-femmes, peut-être le gynéco, trois personnes maxi. Eh ben non, il y avait une dizaine de personnes en salle d'accouchement au moment où j'ai accouché. Bon, on s'en rend pas compte puisque réellement la péridurale, elle nous shoot assez fort. Donc au moment où j'ai été auscultée par le gynécologue qui est arrivé, la péridurale ne faisait plus trop effet, donc ils m'ont réinjecté encore une dose de péridurale. Et là, il m'a expliqué tout. Il m'a dit, voilà, vos bébés vont bien, le monito, les cœurs, tout va bien. Par contre, là, vous êtes dilaté à 100%, enfin à 10. On va commencer. Vous allez pousser pour vous aider. On va utiliser les forceps. Donc là, j'ai dit oui. Je sentais plus les contractions, donc du coup, j'avais une sage-femme qui indiquait à toute l'équipe médicale qu'il allait avoir une contraction, donc il fallait que je pousse. Et ça, c'est en tout cas la première partie. Donc il y avait vraiment 10 personnes, hein. Il y avait deux gynécologues, trois sages-femmes, l'anesthésiste qui était là au cas où, le pédiatre, deux infirmières, je crois. Enfin, je me souviens plus, mais il y avait une dizaine de personnes dans la salle et mon conjoint qui était là. Du coup, bah, je me laisse faire en fait, mais je sens plus rien. Et c'est un de mes regrets de mon accouchement, c'est de ne pas avoir senti grand-chose. J'ai Mm. pas senti mes bébés sortir, j'ai pas senti, j'ai rien senti. Vraiment, j'ai rien Mm. senti, mais c'était pour probablement pour toutes les femmes qui accouchent de multiples par voie basse. Ils veulent pas qu'on souffre, je pense. Donc, du coup, bah, tout est anesthésie, on s'en rend pas compte. J'arrivais même pas à lever mes jambes. On me demande de pousser, donc je pousse. Margot est sortie avec l'aide des forceps en deux ou trois poussées assez rapidement. Elle est sortie, elle a crié tout de suite, donc j'étais rassurée puisque je savais que quand le bébé criait, ça allait bien. Comme je savais que c'était des petits poids, j'avais toujours cette appréhension de me dire j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'elles vont sortir, elles vont être en bonne santé, j'espère que je vais pas mourir Mm. aussi. Elle est sortie, papa a coupé le cordon, ils l'ont mis directement en peau à peau. Je l'ai eu tout de D'accord. suite, donc elle était là. 13 minutes passent puisque pas de contraction. Chloé sort, deux poussées. Papa coupe le cordon, je me rappelle plus si elle a poussé son cul ou pas. J'étais dans un état second parce que j'avais ma première qui était là sur moi et je me rendais pas compte. Donc au moment où ils m'ont posé Chloé, ils ont pris Margot, la première, et ils ont fait bah, tout ce qu'il fallait pour voir si son poids, le périmètre crânien, tout ça. Ils l'ont mis en couveuse le temps que Chloé soit sur moi. Et quand j'ai eu les deux bébés sur moi, en fait, je me rendais pas compte. Contrairement à toutes ces mamans qui disent j'ai ressenti une vague d'amour affolante et forte, bah moi je l'ai pas ressenti. J'avais mes bébés, mais j'étais contente. Attention, j'étais très contente, mais j'ai pas eu cette vague d'amour intense et forte. Nos mamans, elles nous le disent, tu verras quand tu seras maman, quand tu auras ton bébé sur toi, tu verras, ça change tout. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu à ce moment-là. Mais j'étais très contente d'avoir mes filles. J'ai regardé mon conjoint qui lui était toujours là, hein. Il n'est pas tombé dans les pommes, il était là. Il avait les larmes aux yeux, je m'en souviens. Mm. Il était très fatigué aussi. Il n'a pas mangé tout le long du travail pour être avec moi. Il est trop gentil. Et puis bah, au moment par contre où l'accouchement se termine, où un peu les sages-femmes commencent à partir, un gynécologue est resté, donc ils m'ont recousu. Le deuxième placenta n'est pas sorti tout de suite. Ils me l'ont dit, ils me dit votre placenta, on n'arrive pas à l'avoir. Et là je leur ai dit ah oui je sais combien que c'est important, donc faites, vous inquiétez pas. Je m'en suis pas rendu compte au moment où ils sont sortis, où tout était ok. Pour être très honnête, je m'en suis pas rendu compte. J'avais mes deux filles sur moi, donc je m'en suis pas rendu compte. Et on nous les a laissés, on nous a laissé 2 heures en salle de naissance, faire le pot à pot, à donner à manger. Après l'accouchement, j'ai été prise de tremblements assez violents aussi, mais vraiment plus que avant l'accouchement. Mon corps s'est mis à trembler, mais énormément. Et en fait, le gynécologue, comme je suis, enfin, assez bête que je suis, je lui ai dit, je suis désolée, je tremble, je sais pas ce qui m'arrive. Et lui me dit, c'est normal. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est possible que ça arrive et qu'on me prévienne, Mm. parce que c'est assez violent quand même. Et j'ai eu une nausée. J'ai failli vomir après l'accouchement. J'avais le petit bac pour récupérer au cas où je vomissais. Mais oui, le corps fournit un effort tellement intense que du coup, on s'en rend pas compte. En tout cas, pour un premier accouchement et un accouchement multiple, on s'en rend pas compte à quel point on a travaillé. Ça, je l'ai su après, à quel point notre corps a travaillé, à quel point on s'est donné pour donner naissance à nos enfants.
C'était assez fort et à quel point finalement on est faible entre guillemets. On, on perd du sang, on est très fatigué, mais à côté de ça, on a nos bébés. Donc, en tout cas moi, ce que je me souviens, c'est de cette rencontre avec mes filles. J'ai pas eu la vague d'amour, mais j'étais très contente de les avoir avec moi et j'étais très contente de voir qu'elles allaient bien. Par contre, l'utilisation du forceps a fait elles avaient quelques petits égratignures sur le visage. J'étais un peu inquiète à ce moment-là et la pédiatre est venue me voir, elle m'a dit vous inquiétez pas, elles vont très bien, ça va partir. Donc à partir de ce moment-là, ça allait. Et après, ils m'ont transféré dans ma chambre. Et à partir de ce moment-là, à ce moment-là où j'ai eu mes filles, 2 heures après, j'ai trouvé qu'on était, enfin moi, j'ai pas été bien suivie. J'ai failli m'évanouir sur le siège pour aller jusqu'à ma chambre. Personne s'en est rendu compte. J'étais dans un état de faiblesse totale. On me laissait me lever. On m'a même pas posé sur le lit. J'allais m'évanouir. On m'a pas donné à manger. On m'a pas donné à boire. J'ai dû attendre 8h30 avant de recevoir à manger. Et encore, mon conjoint avait pris un sandwich. J'ai mangé un peu de sandwich après mon accouchement. Donc ça a été effectivement une déception totale du corps médical puisque bah, c'est un accouchement multiple. Et je pense que Ah notre oui. corps voilà, a besoin de renfort après. On m'avait demandé de changer la couche, de me lever, de changer la couche de ma fille, de mes filles. J'étais épuisée. Donc je me suis levée, le dos en vrac, le ventre, j'avais mal partout. Mais j'ai été ouverte, j'ai eu une déchirure, donc j'avais très mal. Mais ouais. Après, ça a été un petit peu une désillusion, mais ça, je m'en rendais pas compte. Et puis à ce moment où en fait papa part, il est 4 heures du matin, on est avec nos bébés et on se rend compte que en fait il y a que nous qui savons qu'elles sont là. Je suis toute seule avec Mm. mes filles à ce moment-là. Personne n'est au courant, personne ne sait que j'ai accouché à cette heure-ci. Et en fait c'est un moment, c'est une bulle d'amour. C'est un moment vraiment qui s'arrête dans le temps, quoi. On est ensemble avec les bébés quoi. Et c'est fort. Et c'est ce qui me donne envie de refaire un enfant derrière, de me dire j'ai envie de revivre ce moment-là aussi. Mais oui, alors, enfin, bah, on peut en parler tout de suite. Et je voulais juste te dire une chose. Oui, Donc, tu disais que ton mari est parti, donc on lui a pas laissé la possibilité de de rester rester. avec vous. Alors si, il avait le lit, il avait tout, mais on a une chienne à la maison et ça faisait très longtemps qu'elle était toute seule. Donc du coup, c'est moi qui lui ai dit rentre et va te reposer aussi parce il avait pas beaucoup dormi non plus. Donc du coup, moi je suis restée là, mais avec le recul, si j'avais su, je me serais mieux préparée à l'accouchement, à me dire ok, quelqu'un vient à la maison, garde le chien et Arnaud reste avec moi. Je me rendais pas compte à quel point ça allait être aussi difficile après l'accouchement, physiquement parlant, hein. Et moralement aussi. Moi, je m'étais pas renseignée sur le sujet. J'étais à prise de cours. Une fois qu'on accouche, j'ai vraiment eu cette impression, ok, vous avez accouché, voilà comment faut changer les couches, voilà comment faut moucher le bébé, voici comment faire la toilette du bébé, comment lui donner à manger, et votre contraception, vous prenez quoi? Voilà, Mm. c'est tout. Ouais, bah, ça peut être très militaire, hein, parfois très froid. Alors, heureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, Oui, mais ça peut être très aléatoire. Donc, autant essayer de baliser un maximum. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de l'aide. Comment est-ce qu'on gère quand il y en a deux en même temps et que les deux en même temps, il faut leur changer la couche, il faut leur donner les biberons, il faut les voilà. allaiter. C'est pas évident. Non, mais c'est pas inné. Euh, Non C'est plus. en tant que jeune maman, on peut penser, enfin, effectivement, avec le recul, quand nos bébés vont pas bien, on sait ce qu'on doit faire. Mais quand on devient jeune, enfin, quand on devient maman dans les heures qui suivent, on ne sait pas. Non, bah oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça vaut même pour les parents qui ont déjà eu des enfants Oui, auparavant, parce que faire avec un, c'est une chose. oui, Quand tu as deux bras et que en face il y a deux bras, deux jambes, mais quand tu as deux bras, deux jambes et que en face il y a quatre bras, quatre jambes, c'est ouais, autre chose. tout à fait, tout à fait. C'est autre chose. Donc voilà. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais. Tu parlais du troisième enfant. Oui, ou quatre. J'aimerais que tu m'en dises plus parce qu'on peut se dire, bah attendez, on comprend pas là, Laura, tu nous Elle est perds. folle. Euh, Elle n'est pas donc assez moi, traumatisée. j'aimerais que tu m'en dises plus. Même si les débuts sont assez difficiles avec 2 bébés. On dort pas beaucoup, c'est pas facile. L'amour qu'on reçoit, c'est tellement fort émotionnellement, c'est tellement intense. On a envie, c'est un peu comme une drogue, de revivre ce moment-là. Et le fait de se dire on en a eu deux,
sur la période nourrisson, donc le premier mois, voire le mois et demi, où ils sont vraiment tout petits. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement, mais finalement, ils sont là, ils sont petits qu'une seule fois. Et en fait, je me rends compte qu'avec deux, j'ai pas assez profité de chacune d'entre elles, parce qu'il faut s'occuper, une fois qu'on a fini de s'occuper de l'une, c'est l'autre qu'il faut faire. Donc on prend pas le temps de faire le petit câlin, voilà, le dodo sur maman. J'ai porté la vie une fois, j'ai envie de le refaire une deuxième fois, j'ai envie de partager ces moments de bonheur avec mon conjoint. J'ai envie que mes filles aient un petit frère ou une petite sœur, de voir grandir ma famille et de voir grandir mes filles. Ça aussi. Finalement, on dit qu'avoir des jumeaux, c'est difficile. Oui, c'est dur. Mais au final, je pense que si mes filles font leur nuit, dorment la nuit, c'est parce qu'elles se sentent l'une et l'autre. Et ça facilite beaucoup de choses. Ça leur apprend la patience aussi, puisque quand on s'occupe de l'une, on s'occupe de l'autre. Ça leur apprend à vivre toujours à deux. Ça leur apprend à avoir des moments ensemble aussi. Donc c'est dur, oui. Physiquement, c'est dur. Moralement aussi, ça peut être difficile. Mais ça a ses avantages d'avoir des jumeaux qu'avoir un seul bébé, je pense. À mon sens, en Ouais. tout cas. C'est comme ça que je le vois. Donc du coup, prête à redire au boulot, bah écoutez, je suis enceinte et je serai absente pendant X temps. Je m'étais pas encore posé cette question, pour être très honnête, parce que là, je pense à ma reprise. Mais pourquoi pas? Après tout, finalement, ma vie de famille m'apporte plus de bonnes choses que ma vie, Mm. même si j'aime beaucoup mon métier, ma vie professionnelle. Donc pourquoi pas? Et si là demain, tu comprends que tu es enceinte et que tu vas chez la gynéco et que Oui. Madame Jackpot? Il y en a trois? Alors, c'est tout le risque, hein. De toute façon, ma sage-femme me l'avait dit. Si jamais c'est le cas, bah, on improvisera. On improvisera. Non mais Mais je te taquine sur le sujet mm. parce que enfin c'est une question qui me traverse. Toi, ton projet bébé, là, tu y penses ou pas? Ah, j'y pense à 200%. C'est vrai. Et en fonction des jours, c'est si elle est on y va. Et il y a des jours où je me dis non, non là, je suis trop fatiguée, on Oui. verra bien. En tout cas, je te le souhaite, si jamais le projet se concrétise. Et toi aussi, je te le souhaite Bon, également. pas Et tout de suite, hein. écoute, on ne sait pas de quoi demain est fait, hein, Ouais, tu non, faut sais. pas abuser non plus. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, ce que je voulais te demander, c'est enfin de profiter, voilà, que tu sois une jeune maman de jumeaux, pour que tu nous dises bah, concrètement comment vous êtes organisée. Alors, quand papa était là et que moi je me remettais doucement de mon accouchement, alors on avait chacun un bébé. Pas tout le temps la même, hein, on changeait. On essayait de leur donner le même rythme. J'ai pas allaité, moi j'ai donné le biberon. On essayait de donner le même rythme biberon aux deux en même temps pour qu'on puisse avoir quelques heures, quelques minutes de sommeil les nuits en tout cas. La journée, c'est pareil. On essayait de faire en sorte qu'elles aient tout le temps la même chose, le biberon tout en même temps. Les nuits étaient très très compliquées parce qu'on s'en rend pas compte, mais un bébé, ok, mais deux où il faut donner le biberon, faire l'euro, changer, bercer. Bah, très vite, les 3 heures, ils passent en fait. Donc au final, on dort que 40 minutes, même pas, sur cette période-là. Donc les nuits ont été très très difficiles. La fatigue était assez écrasante et éprouvante, en tout cas les 2 premiers mois. Ma mère est venue nous aider au mois de décembre. On était trois. Enfin, mon conjoint a repris le travail au mois de décembre. Donc quand il était de journée de repos, on était trois à s'occuper des bébés. Donc ça permettait à une personne de se reposer. Donc du coup, la nuit, vous les synchronisiez. Oui, pas le Ok. choix. Et on était obligé de les réveiller aussi parce que c'était des petits pois. Donc elle devait manger, même si elle dormait. C'était pas facile pour elle et pour nous. C'est pas cool quoi pour les bébés, mais elle devait prendre du poids en tout cas. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Et ma mère est partie donc fin décembre, début janvier. Je me suis retrouvée vraiment toute seule avec les filles. Donc ça a été un moment que j'appréhendais énormément. Je me disais mais comment je vais faire? Je vais pas pouvoir dormir parce que faut que je gère les nuits. Mon conjoint travaille. Faut que je gère les journées. Je vais jamais. Ça va être fou. Et il y en a. Les deux avaient un RGO, donc c'était aussi compliqué pour donner le biberon puisqu'il fallait faire attention à la manière, comment positionner les filles pour qu'elles prennent bien le biberon sans qu'il y ait trop de reflux derrière. Et en fait, finalement, tout s'est très bien passé.
À partir du moment où on a de l'organisation, de l'anticipation, qu'on sait quand est-ce qu'on va donner le bibi, qu'on sait, ben en fait tout se passe bien. Bien sûr, la maison était pas rangée, était pas, mais à partir du moment où elles avaient le biberon, elles avaient leur temps de dormir, un temps d'éveil léger, hein, parce qu'elles sont trop petites, et ben en fait tout se passait bien. Et finalement, toute seule, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que si j'avais eu une aide en plus. Parce que bah, il faut prévoir à manger, il faut prévoir tout ça. Finalement, moi, je me laissais un peu vivre. Et le temps que les filles avaient à manger, dormaient et avaient leur temps d'éveil, moi, ça allait. Donc ça s'est très très bien passé. Et puis, mi-janvier, j'ai décidé d'espacer les biberons un peu plus. Donc, elles réclamaient toutes les 3 heures. Je leur ai donné un rythme biberon le matin au réveil. Sieste le matin, ça me permettait de dormir, moi, le matin en plus avec elle. Debout vers 11 heures, biberon à midi, 13 heures, enfin à 13 heures, on va dire. Biberon à 16 heures, dernier biberon à 19 heures. Et en fait, en faisant ça, ça m'a permis en fait en leur donnant ce rythme-là aux deux, pareil, elles ont fait leur nuit à ce moment-là. Donc, je sais pas si c'est un concours de circonstances ou quoi au casse, mais en tout cas, ça a fonctionné. Et à partir du moment où elles ont commencé à dormir 5 heures d'affilée, 6 heures d'affilée, 7 heures d'affilée, là, je me suis dit, bah, c'est bon, on tient le rythme. Et on a tenu le Mmh. rythme. Le point positif d'une grossesse gémellaire, c'est qu'on a un congé maternité qui est assez long, jusqu'aux 6 mois des bébés. J'ai tenu le rythme jusque-là, et jusqu'à présent, bah, ça se passe bien. Même s'il y a des moments de régression, même si des fois elles se réveillent, même si des fois il y a des nuits qui sont un peu plus compliquées, en règle générale, à partir du moment où nous, on prend le temps pour nous et que les filles dorment, bah, il n'y a pas de souci, enfin, tout se passe bien en fait. Et aussi, une chose importante, c'est qu'on communique on a beaucoup communiqué avec mon conjoint, on s'est donné une organisation ensemble. Lui, il s'occupe de faire à manger, moi, je m'occupe d'une partie du ménage, de la lessive aussi. Il faisait les courses, enfin, on se répartissait les tâches. Et également, ben voilà, les nuits, bah, quand il travaillait pas, bah, s'il fallait se lever, c'était à lui de le faire. Même s'il n'entend pas, bah, je le levais, je lui disais, c'est à toi d'y aller, Mmh. donc il y va. Et on a beaucoup communiqué, on s'est organisé ensemble. Et on s'est donné du temps. Si lui avait envie de souffler ou de sortir ou d'aller, je sais pas, ou quoi faire, ou aller se promener dans les magasins ou se promener tout court, bah en fait, je lui donnais ce temps. Et inversement. Quand moi j'en avais envie, quand il était de repos, il me disait vas-y, sors. Allez, je m'occupe des filles. Et du coup, je sortais, ça me faisait du bien. À partir du moment où nous, on prend du temps aussi pour nous en tant qu'adultes, en tant que parents, et ben en fait, on s'est rendu compte que ça avait du bénéfice pour nos filles aussi. Bah, c'est super ce que tu dis. Alors, j'ai plein de questions. Oui, Je vais en finir d'abord sur l'organisation. oui. Du coup, vous, c'était biberon. Donc, enfin, en fait, comment vous organisez la nuit? Comment vous anticipiez les tâches de la nuit? Est-ce que tu peux Mm, nous en dire vraiment mm, plus sur votre mm. organisation? Alors la nuit, alors on a investi, le premier investissement qu'on a fait au moment où on préparait l'arrivée des filles, au moment où j'étais enceinte, on a investi dans la Baby Breza, préparateur de biberon. Je me reconnais. Toi aussi, mais il est Même si indispensable pour beaucoup disent moi. que c'est nul, bah moi, Non, c'est nous, trop c'est indispensable. Mais bien! beaucoup disent que c'est totalement nul, que c'est, voilà, ça ne sert à rien. C'est toujours d'ailleurs, Oui, enfin, peut-être pas indispensable, mais en tout cas, on l'amène partout, quoi. ça nous a sauvés parce que ça nous évitait de préparer les biberons la nuit, préparer les dosettes, tout ça. Donc en fait, on se levait, ça, on appuie sur le bouton, ça chauffe pendant allez, maximum 1 minute et on peut faire les biberons. Et Mm. c'est vraiment pratique parce que ça évite tout ça. J'ai aussi acheté pas mal de biberons. J'en avais 10 à 12 biberons pour la journée pour éviter de faire la vaisselle. Voilà. C'est indispensable en fait. Ça nous fait, enfin, on n'a pas le temps de faire la vaisselle. On n'a pas le temps de mettre la vaisselle. On n'a pas le temps. Et il faut du matériel, hein. C'est un coût, hein, Mm. c'est sûr, mais bon, ça permet d'avoir l'esprit léger, quoi, et de se dire, bah là, je peux dormir, en fait. Donc les filles ont été en cododo avec nous jusqu'à mi-janvier, début février. Elles avaient chacun un lit. Il y avait un lit de chaque côté, un cododo de chaque côté. Seulement le tout début où elles sont nées, qui a mi-décembre, les deux dormaient dans le même cododo pour qu'elles puissent se Mhm. sentir l'une et l'autre. Et ça leur permettait de dormir un peu paisiblement. Et vu qu'on était à côté, c'était plus pratique la nuit aussi, puisque ben, en fait on les avait dans la chambre directement, donc tout était pratique. Vers janvier, on les a séparées parce qu'elles ont commencé à grandir et à commencer à se gêner. Et elles ont commencé à mieux dormir, en tout cas chacune dans leur lit. Pour moi, il n'y a pas de secret, en tout cas de mon ressenti et de mon expérience.
avoir le préparateur de biberon, c'est indispensable pour moi. Ça nous aide beaucoup. Euh, on fait pas mal de biberons. On en fait la nuit, on en faisait un à 23 heures, un à 2 heures ou 3 heures, un à 4 heures et un à 7 heures à peu près. Donc il Oui, faut pas donc mal oui, de biberons. Donc voilà, il faut pas mal de biberons, quoi. moi voilà, je suis une team préparateur de biberons pour ne pas dire de marque et je suis aussi une team avoir beaucoup de biberons en stock. Ça n'empêche pas d'avoir les dosettes. Oui, oui, je les avais Euh, pour dehors. voilà, exactement pour dehors. Mais même le préparateur du biberon dans la journée. Pour Ah moi, oui, c'était indispensable. Quand j'avais oui, les deux, bah, j'avais pas ce moment des 10 minutes où tu prépares ton biberon, machin. Bah non, je mets ouais. mon truc, j'appuie sur mon bouton et en 30 secondes, c'est prêt. En tout cas, moi, c'était pas une charge que j'avais envie de porter. Oui, et puis mine de rien, quand il y en a un qui pleure, c'est dur. Alors les deux en même temps, Mm. quand ça arrive, vaut mieux être prêt, quoi, hein. Et du coup, ça me fait penser, en parlant de logistique Oui. biberon, enfin, vous leur donniez le biberon comment? Est-ce que vous les installiez, par exemple, sur des transats ou est-ce que vous les aviez sur vous? On avait, au début, on a fait Transat et ça fonctionnait pas parce qu'elles avaient beaucoup de reflux. Du coup, j'ai essayé le coussin d'allaitement, c'était pareil. Et du coup, on est allé chez l'ostéopathe et Mhm. elle nous a montré comment tenait le bébé pour donner le biberon pour qu'ils aient le moins de reflux possible, la manière dont on D'accord. positionne la tête sur le bras, etc. Donc en fait, on les avait au bras, réellement. Et c'est que maintenant, là, maintenant, à partir de 6 mois, qu'on leur donne le biberon dans le transat, parce qu'en fait, elles commencent à s'asseoir et elles demandent à s'asseoir pendant le biberon. Mm. Donc en fait, quand on les a au bras, quand elles veulent s'asseoir, c'est pas pratique. Donc du coup, on les met dans le transat et on relève le transat et on commence seulement à leur donner le biberon dans le transat. Et puis l'euro vient Ok. automatiquement après, alors qu'avant, non, il fallait les prendre, faire l'euro, c'était un peu plus long. Et du coup, comment vous avez géré justement le RGO de Margot et Chloé? Alors ça a été, au début, c'était pas facile parce qu'on sait pas, en fait, on connaît pas, on sait pas, on comprend pas pourquoi le bébé vomit autant de lait, et puis ça a un impact aussi sur la prise de poids. Donc on comprend pas, donc on a été, on est suivi par un pédiatre, hein, comme tout le monde. Et en fait, le pédiatre nous a prescrit du Gaviscon et de l'Inexium. Et suite à ça, du coup, les reflux ont été moins importants et en plus du lait épaissi, bien entendu. On a commencé par ça, Mm. par le lait épaissi. Et malgré le lait épaissi, elles avaient toujours du reflux. On est parti aussi sur la piste du lait sans lactose. C'était pas ça, puisqu'elles avaient encore le reflux. Donc voilà. Et encore à 6 mois, elles ont encore du reflux, hein. Et d'ailleurs, enfin, c'est totalement anecdotique. On parlait tout à l'heure du baby Breza. Oui, C'est vrai que nous, on l'avait acheté, et je crois que c'est ce que tu disais avant même d'avoir nos jumelles. Mais finalement, c'est quelque chose que je déconseille. Parce qu'en fait, ce cas n'a d'intérêt que si tes deux enfants prennent le même lait. Si on a une qui prend un type de exactement. lait et l'autre qui prenne un autre type de lait, ça n'a aucun. Enfin, je pense que honnêtement, ça n'a Oui. que très peu d'intérêt. Et donc, du coup, ton compagnon a repris le travail. Comment est-ce que toi, tu as abordé le fait de devoir gérer vraiment toute seule Mm. tes journées avec les filles? Alors, quand mon conjoint a pris le travail, ma mère était là, donc ça allait. Au moment où ma mère est partie et que mon conjoint était au travail, oui, j'étais pas bien, hein, faut être honnête, hein. J'étais très fatiguée, épuisée. Je faisais les choses un peu mécaniquement. Je prenais pas le temps de prendre de moments d'amour vraiment forts avec mes filles. Je prenais l'une, je finissais avec l'une, puis je prenais l'autre, et j'essayais de les endormir. En fait, c'était que de la mécanique. Et en fait, on devient un petit peu un robot quand on est parent de multiples. On se met sur mode automatique et voilà, et on laisse faire les choses. J'étais pas j'étais pas la plus heureuse à ce moment-là. J'étais très fatiguée. La fatigue pèse beaucoup sur le moral et sur tout, en fait. Et je me suis dit, eh ben, comme au début de ma grossesse, eh ben, je me suis pris en charge. Pas avec des médecins, un entourage médical. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te fait plaisir, toi, en tant que maman? Sortir. Ok, je prends mes filles, je prends ma poussette et je sors. Et on allait se promener. Et ça me faisait du bien. Et le fait de sortir un peu, ça me faisait du bien à moi, ça faisait du bien à mes filles. Donc du coup, les journées
étaient toujours les mêmes, hein, biberon le matin, biberon le midi, sortie l'après-midi après la sieste. C'était tout le temps la même chose, surtout qu'à cette époque-là, il fait gris et froid, donc c'est pas trop agréable. Mais ça s'est bien passé au final et j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, à me dire profite de cet instant avec tes filles parce qu'il n'y en aura pas deux. Vraiment, à partir du moment où elles ont commencé à enchaîner quelques heures de cycle de sommeil. Pour moi, il n'y a pas de... Ah, en tout cas, selon mon expérience, c'était vraiment la fatigue qui jouait sur mon mental et mon moral. Et à partir du moment où j'ai commencé à dormir quelques heures, et ben là, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, il faut que je sorte, il faut que je voie mes filles, faut qu'on sorte ensemble, faut que... Et en fait, tout s'est bien passé. Et quel plaisir pour moi a été aussi de la première sortie où il faut acheter des vêtements. Je l'ai faite avec mes filles et j'étais super contente en fait. Avec la poussette double. Ouais, bah oui. Mais qui est pratique, hein. Et comment ça s'est passé du coup, tes premières sorties avec la poussette double et les premières personnes qui te disent ah, c'est des jumeaux? Ah, c'est usant! En fait, je pense que c'est toutes les mamans de jumeaux et tu me diras, hein. Au début, on est content, on se dit, ah, bah, c'est bien, on nous regarde, on est un peu bête de foire, un peu, c'est marrant, les gens, en fait, regardent, s'interrogent, posent des questions. Mais à la longue, c'est usant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on sort, on nous fait les mêmes petites remarques. Ah, c'est des jumeaux? Ah, c'est des vrais jumeaux? Ah, ça, c'est une obsession des gens. Est-ce que c'est des vrais? C'est des jumeaux dizygotes. Donc, c'est des vrais ou pas? L'expression faux jumeaux, j'aime pas, moi, personnellement. Oui, il y a beaucoup de gens, il y a même des personnes qui regardent, qui s'arrêtent, qui vont vraiment presque au visage des enfants. À ce moment-là, bah, je réagis, je leur dis, bébé, c'est fragile. Demandez. On a beaucoup de petites remarques de la part des personnes, ou alors quand on se promène et que il y a des jeunes mamans aussi et qui disent, oh, purée, deux, je pourrais pas. Mais comment elle fait? Bah, en fait, on fait. C'était voulu, c'est des vrais bébés. Bah oui. Pour continuer sur Mm. cette période, est-ce que tu t'es entouré de personnes pour traverser ces premiers mois de fatigue extrême? Donc, Non. Et ça a été une erreur de ma part. Et si j'ai un conseil justement à donner, c'est de s'entourer, pas que de la famille, parce que parfois ça peut être un petit peu lourd. Effectivement, je ne savais pas qu'il existait de café de maman. Si je savais pas, je savais pas du tout. Et si j'avais su, je l'aurais fait. Ça m'aurait permis de vivre ce début de postpartum, pardon, un petit peu plus sereinement. J'ai été entourée juste de ma maman qui est venue m'aider. C'est vrai que bon, la famille c'est cool, hein, mais parfois c'est les conseils non avisés, c'est un peu difficile. On n'a pas le mode d'emploi. On a envie de faire en fonction de ce qu'on ressent, ce que notre bébé ressent. Et généralement, on se trompe pas en tant que maman. C'est rare. On a cet instinct qui est assez fort et qui sait quand nos bébés sont pas bien, de quoi ils ont besoin. Parfois, la famille, c'est un peu compliqué de faire comprendre que non, on veut faire de cette manière. En fait, on est obligé de se justifier alors qu'on ne doit pas le faire. Si j'avais su, je me serais entourée effectivement de mamans qui ont déjà leur expérience avec des jumeaux et des jumelles. Et c'est vrai que j'ai eu une copine, on se voyait. Et elle était enceinte. Elle cherchait pas à juger. Elle m'a beaucoup aidée. Elle me dit, si tu fais ci, si tu fais ça, tu peux obtenir ci. Après, tu vois avec ton enfant ce que ça donne. Et ça fait du bien d'avoir un entourage comme ça, qui est pas là à imposer des choix. et je reviens sur le couple. Toi, tu disais que vous communiquiez beaucoup avec ton conjoint. Donc ça aussi, je pense que c'est très important. Et d'autant plus, on a des multiples. Mm. Ma question, c'est est-ce que du coup, cette communication, c'est quelque chose que vous continuez à mettre en place? Et est-ce que vous arrivez aussi à vous prendre du temps pour vous? Oui, alors la communication, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, ouais. Quand une problématique se pose, ouais, on communique ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout dans l'anticipation. Mais ça, c'est un peu par rapport à notre boulot. Voilà, on anticipe beaucoup les choses. Et ce qui nous a permis aussi de nous aider dans notre organisation quotidienne avec les jumelles, c'est de tout organiser et tout anticiper. Donc forcément, la communication derrière, elle doit être aussi fluide entre nous deux. Par exemple, pour l'assistant maternel, ils se font garder par une personne depuis peu. On se posait la question, quel jour on va les mettre. Donc j'ai établi un calendrier avec toi tu vas la chercher tel jour, moi je vais les chercher tel jour. Ici on les dépose pas, là on les dépose. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac tous les jours? J'ai fait ma petite liste. J'ai préparé les pots en amont aussi. Et du coup, tout ça c'est une organisation. On en a parlé avant. Par exemple là elles sont malades. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les dépose? Est-ce qu'on les dépose? En fait, il n'y a pas une décision qui est prise sans que pas d'attendre l'aval de l'autre, mais que l'autre dise oui
Non, je pense que oui, c'est important et c'est important aussi en tout cas, il est arrivé des moments où on n'était pas d'accord tous les 2, on se fâche un peu. Bah, en fait, que l'autre se dise: «Ah bah oui, j'ai eu tort». C'est important parce que sinon, on fonce dans le mur parce que, bah, avec la fatigue, avec tout ça, des fois, bah, on se rend pas compte, mais on peut s'envoyer des pics sans le vouloir et il faut avoir ce recul-là et de se dire: «Bon, j'ai été un petit peu loin, je vais m'excuser». Enfin voilà, c'est bête, hein, mais voilà et c'est vrai que pour les enfants, ça, on n'y pense pas quand on est enceinte. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à tout organiser, à tout faire, à tout prendre les décisions moi-même. Mais en fait, quand on a un enfant, bah, le papa, il fait partie de la vie des enfants aussi. Et c'est important de laisser la place au papa aussi de prendre des décisions et de choisir et de voilà. Donc, je fais rien sans lui, en fait. Et puis, de toute façon, les enfants, c'est des éponges, hein. Dès qu'ils voient qu'il y a un désaccord ou qu'elles sont là et que nous, on n'est pas d'accord, là, en fait, c'est marrant parce qu'elles nous regardent et elles sont là. Et si elles étaient en train de pleurer, elles arrêtent de pleurer, elles nous regardent. Et c'est pareil quand on a des moments de tendresse, quand, on s'embrasse ou qu'on se fait une petite caresse sur l'épaule ou quoi, qu'est-ce, elles regardent. C'est fou, hein, les enfants, hein. C'est dingue. Et oui, on arrive Et à avoir, des moments ensemble, en tout cas maintenant, vu qu'elles sont chez l'assistant maternel. Bon, la dernière fois, on s'est pris un temps, pour aller au restaurant. Et même si elles sont là, bah, on y va. ouais, non, c'est clair. Bon, j'ai encore plein de questions, mais Mmh. on déborde, on déborde. Tu parlais de anticiper la reprise du travail. Donc là, tes filles, elles ont 6 mois. la reprise du travail. On en est où? C'est lundi, C'est lundi. c'est lundi. Ouais. Et comment est-ce que tu te sens à j'allais dire quelques heures, à quelques jours de reprendre le boulot? Alors j'ai beaucoup d'appréhension, dans la manière en fait, c'est l'organisation qui me fait un petit peu «peur» entre guillemets, parce qu'en fait mes journées ne se ressemblent pas au travail. Elles sont toujours différentes, donc il y a des journées où je peux potentiellement, partir un peu plus tôt, d'autres journées où je ne pourrai pas et mes journées seront à rallonge. Donc c'est au niveau de l'organisation avec mes filles, le temps que je vais passer avec mes filles. Tout ce qui est biberon, petit pot, tout ce qui est, on va dire matériel dont elles ont besoin, tout sera OK. C'est vraiment le temps Mhm. que je vais «perdre» entre guillemets, puisque là je suis 100 avec mes filles. Moi en tant que maman, comment je vais réagir? Parce que je ne sais pas. Je sais pas comment je vais réagir. Peut-être que je vais avoir très mal au cœur, peut-être que, ça va aller finalement, peut-être que, je vais tout gérer ou peut-être pas du tout. Vu que je ne maîtrise pas cette partie-là, bah, j'y vais avec un petit peu d'appréhension. Mais pas que, je sais qu'il va y avoir, aussi des problématiques dans mon travail qui vont se poser. Il y a toujours, des imprévus. Donc j'aurai toujours mon téléphone du travail avec moi, donc je serai pas à c j'ai peur de ne pas être à 100 avec mes filles ou en n'ayant pas une partie de mon esprit un petit peu pris par le travail. Voilà, c'est juste ça que j'ai peur. Une dernière question. Comment tu fais le lien entre l'état dans lequel tu étais au début de ta grossesse, Et oui, avec maintenant. toute cette réflexion sur est-ce que tu gardes tes filles ou pas, enfin tes filles, à l'époque tu savais pas, et puis maintenant où en plus tu penses potentiellement au troisième. Quelle erreur j'aurais fait. Quelle sacrée erreur. Mais on s'en rend pas compte et même le fait de penser à l'avortement, ça peut être aussi un petit peu une gêne et une honte. Une honte, mais finalement, bah, j'ai été suivie tout le long de ma grossesse, hein, par cette, psychologue qui et du coup, ça m'a beaucoup aidée dans cette réflexion et déjà à ce moment-là, je savais que je prenais la bonne décision. Parce que, en fait, le lien, de gémellité, il est tellement intense, il est tellement fort de les voir grandir ensemble, de les voir interagir ensemble, de les voir rigoler ensemble, de les voir sourire ensemble. C'est tellement fort qu'en fait, ça cache un petit peu, tous les moments difficiles. Donc 0 regret, je suis très ravie d'être dans cette aventure, gémellaire et d'avoir mes filles qui sont jumelles. C'est un beau cadeau de la vie. C'est un cadeau qui est arrivé au bon moment, c'est un cadeau qui est arrivé au moment où je devais ralentir au travail, clairement et c'est arrivé au bon moment, parce que, notre couple aussi avec mon conjoint, est solide. C'est vraiment arrivé au bon moment, je pense. Les enfants et des jumeaux ensemble dans une famille, pour l'entourage, c'est assez fort aussi, donc de voir que finalement tout le monde se sent heureux, bah, c'est cool aussi. Et puis aussi, c'est ça d'avoir aussi une grossesse, bibi, d'avoir des jumeaux, dizygotes, c'est qu'ils sont pas pareils, ils ont 2 caractères différents et ce que je me dis, c'est qu'il y en a un qui finira par, «temporiser» l'autre, entre guillemets, ou l'autre qui donnera des conseils à l'autre aussi et ça peut être, un sacré atout finalement. Je voulais savoir, est-ce que tu as une question pour les parents qui ont des multiples, qui sont plus âgés que tes filles?
J'en ai une qui va très loin. J'en ai une qui va sur l'adolescence. Curieuse de savoir comment se passe la période d'adolescence, la période hormonale, la période où les enfants changent, où les caractères deviennent un peu plus prononcés, comment se temporise chacun des jumeaux, comment la relation évolue à l'adolescence, est-ce qu'il y a des désaccords, est-ce qu'il y a une sorte de crise d'adolescence entre les deux? Ça m'intéresse. Comment gérer ça en tant que parent de jumeaux? Et pour les jumeaux, les parents de jumeaux qui sont encore entre la transition bébé et à l'entrée de maternelle, c'est quoi ce fameux Terrible Two, quoi? Comment on fait? On apprend à faire de la méditation. On prend tout ça et les questions, elles seront posées aux parents. Laura, je voulais te remercier encore une fois pour ce long entretien. Merci pour ta dispo. Je te remercie en tout cas pour toutes ces questions et tout ce retour finalement. On est des femmes fortes en fait, hein. Oh oui, Toutes, autant qu'on est. exactement. On ne nous le dit pas, on se le dit pas assez. On est des warriors, on est vraiment des athlètes. Gérer des multiples, des jumeaux au quotidien, c'est un marathon. On peut être fier de nous parce que ce que nous on considère comme une norme, mais c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Donc, on peut se féliciter et reconnaître, oui, qu'on est de super maman et on a le droit d'être une super maman avec ses faiblesses. Oui. Voilà, super maman, c'est pas celle qui Ouais. fait tout bien tout le temps. Non. On a le droit on a le droit de craquer ça sans culpabiliser. Il y a aucun problème, il y a aucun problème là-dessus parce que ce qu'on gère au quotidien, et ben c'est pas évident. Bravo à toi et je te Amen. souhaite beaucoup de choses, beaucoup de belles choses pour la reprise du boulot. Je te souhaite également la même chose. Plein de force à nous, à ces mamans qui sont mamans de multiples. C'est pas facile. Et comme tu disais, oui, on n'en a pas parlé, mais oui, j'ai craqué plusieurs fois hein, pendant cette période de postpartum. Et c'est humain en fait. Et vaut mieux se laisser le temps de craquer que d'encaisser, et puis de pas être apte à s'occuper de ses enfants parce que les émotions sont trop fortes, quoi. Laura, je te remercie. Je te laisse retourner Oui, à tes filles. oui, Tu leur fais un gros bisou à elles et puis à ton conjoint qui était là aussi pour s'occuper d'elles pendant qu'on était oui, ensemble. oui. Merci à toi pour tout aussi. Merci. Merci. Merci à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Alors, je vous repartage les questions de Laura. La première, comment évolue la relation entre des jumeaux à l'adolescence? Est-ce qu'il peut y avoir une crise d'adolescence entre eux et comment la gérer en tant que parent? Et la seconde, qu'est-ce que le fameux Terrible Two? Les questions seront posées, comme d'habitude, sur la page Instagram Jumeaux Triplés Plus, et en attendant de découvrir vos réponses, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.